Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Kinshasa Direct, dont voici les principaux titres. À la une de l'actualité, RDC, Rwanda, quel avenir pour la paix après la tripartite ratée à Luanda? Paul Kagame n'a pas répondu au présent au rendez-vous tant attendu pour accélérer le processus de paix dans l'est de la RDC. La tension monte entre les deux pays, chacun jetant à l'autre les responsabilités de l'échec du sommet. Le processus de développement de la RDC à travers le PDL 145 territoires inspire ses voisins africains. C'est le message apporté par la directrice Afrique du programme des Nations Unies pour le développement PNUD durant son séjour en RDC. Et puis, 191 crimes graves répertoriés sur une période de 30 ans au Sud Kivu. C'est le rapport présenté ce lundi au FONAREV par le groupe de travail technique sur la justice transitionnelle. Et puis en société, nous ferons un tour au quartier Kingabwa dans la commune de Limete pour découvrir l'usage populaire des motos Gizi, un tricycle parfois conçu pour le transport d'objets mais adapté pour le transport en commun faute des moyens adéquats. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Vous le savez, le sommet tripartite RDC-Rwanda-Angola qui devait se tenir hier dimanche à Luanda n'a pas finalement eu lieu. Le Rwandais Paul Kagame n'a pas fait le déplacement de Luanda comme prévu alors que son homologue congolais, le président Félix Tshisekedi, s'est effectivement rendu en Angola. Une situation qui envenime encore les tensions entre les deux pays. Les détails avec André Junior Moumaka. Le mini-sommet tripartite initialement programmé pour ce dimanche 15 décembre devait constituer une avancée vers une résolution des tensions dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais cette rencontre a été annulée après l'échec des discussions ministérielles tenues la veille à Luanda. La question du M23, groupe armé qualifié de terroriste par Kinshasa, mais considéré par Kigali comme un acteur clé pour un dialogue, a une fois de plus bloqué les négociations. Selon la diplomatie angolaise, l'absence de langage commun entre les deux parties a poussé l'une d'elles à demander le report du sommet. Le président Félix Tshisekedi s'était déplacé à Luanda, mais son homologue rwandais Paul Kagame n'a pas fait le voyage, estimant que le sommet avait perdu son utilité après l'échec des discussions préliminaires. Depuis novembre 2021, le groupe rebelle M23, accusé par l'ONU d'être soutenu par l'armée rwandaise, contrôle plusieurs territoires stratégiques riches en ressources dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce soutien présumé est l'un des principaux ponts de friction entre Kinshasa et Kigali. Alors que la médiation menée par Joao Lourenço peine à trouver une issue, la situation dans l'est de la République démocratique du Congo reste marquée par l'instabilité avec des conséquences humanitaires dramatiques pour les populations locales. Et à ce sujet, la réaction du gouvernement congolais ne s'est pas fait attendre. La ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayuamba Wagner, était hier devant la presse nationale et internationale pour fixer l'opinion. Un extrait de sa réaction choisi ici par André Junior Moumaka. Que nous avons tous pu constater hier que le Rwanda, la République démocratique du Congo et l'Angola étaient très proches d'avoir un accord de paix. Mais que le Rwanda a fait le choix de supporter et de continuer son appui envers le M23 aux dépens d'une perspective d'une paix et d'un accord de paix. Entre la paix et le M23, le Rwanda a choisi le M23. Et à 1 h du matin, après plus de 6 heures de négociations, quand la nouvelle est arrivée que le Rwanda allait se retirer et que le président Kagame n'allait plus participer, nous n'étions pas surpris. Parce que c'était pour nous l'aboutissement d'un effort perpétuel qui avait été mené pendant la journée. Et nous n'étions pas surpris parce que nous nous sommes rendus compte que l'étau se resserrait sur le Rwanda. Si nous avions eu la présence du président Kagame et la signature, nous serions maintenant dans un contexte d'obligation légale, dans un contexte dans lequel un chef d'État ou 3 chefs d'État auraient signé un accord et seraient tenus redevables pour sa mise en œuvre. La posture du Rwanda nous montre clairement que c'est un État qui ne respecte pas le droit international.
La classe politique de la RDC et la société civile de la RDC ne sont pas non plus restées sans réaction. L'action de Rwanda est perçue comme un véritable manque de volonté pour restaurer la paix dans la région. Giscard Koussema et Trésor Kibangula étaient les invités de Marius Murunga dans le magazine Choc d'idées. Suivez. Divergences sont apparues sur les textes. La délégation de la République démocratique du Congo constate qu'il y a un autre texte que celui sur lequel ils avaient travaillé au cours de toutes les autres réunions précédentes. Je voudrais préciser qu'ici que cette tripartite au niveau ministériel était la 7e de la série. Et donc, il y avait un texte qui avait du coup changé. Et ces changements sur lesquels c'est que c'est le Rwanda qui pose comme condition sine qua non, comme un préalable à la signature de cet accord, la tenue d'un dialogue entre le gouvernement de la République démocratique du Congo, donc l'État congolais, les groupes terroristes du M23. Alors ça ne pouvait que choquer la RDC parce que dans ces processus, le M23 n'est pas considéré comme partie prenante. Si les Rwandais se retrouvent en face de la République démocratique du Congo dans le cadre du processus de Luanda, parce que le statut de chaque parti est connu. Ce sont de belligérants. Donc on est parti du simple soutien du Rwanda, mais vers vraiment une participation active au front. Cela est connu, avéré, vérifié et documenté par les experts des Nations Unies. Donc, encore un rendez-vous manqué. Et entre-temps, les deux parties, donc Kinshasa et Kigali, ont signé, se sont mis d'accord sur les concepts d'opération, comme Giscard le disait si bien, qui devait faire quoi entre les Congos qui devaient s'occuper de FDLR. On nous a même obligés, on a obligé la RDC à présenter un plan détaillé des neutralisations des FDLR, comme si c'était ça les problèmes, comme si c'était ça le début de la guerre, alors que la résurgence du M23, on le sait aujourd'hui, n'a rien à voir avec la présence des FDLR. Mais là encore, ça montre comment, tout au long de ces processus de Luanda, Kigali essaye, parce qu'il a la force militaire sur notre territoire, à imposer les termes de l'accord. Autre chose à présent, un rapport crucial des crimes graves commis au Sud Kivu a été présenté ce lundi 16 décembre au siège de Fonarev avec l'appui de l'ambassade de Grande-Bretagne. Ce document qui identifie 191 crimes graves sur une période de 30 ans vise à mieux fixer et mieux cibler l'aide aux victimes dans cette province meurtrie de l'Est de la RDC. Le point avec Déodat Ntangou. La conférence de presse de présentation et de remise du rapport s'est déroulée ce lundi au siège du Fonarev. Ce document a été élaboré par le groupe de travail technique sur la justice transitionnelle au Sud Kivu, en collaboration avec l'ambassade de Grande-Bretagne en RDC. Il cartographie 191 crimes graves perpétrés entre 1994 et 2024 dans la province du Sud Kivu. Le directeur général du Fonarev, qui a réceptionné ce rapport, a salué ce travail essentiel pour l'identification des victimes. Il n'y a pas de réparation si nous n'avons pas au préalable identifié les victimes concernées en fait, par tous ces préjudices, par tous ces conflits. On l'a dit aujourd'hui, ça fait 30 ans. Et nous sommes très ravis de voir que les partenaires continuent à nous accompagner pour que nous puissions regrouper des informations qui nous permettront à terme d'identifier les victimes et d'accorder les réparations que nous pourrons, selon les cas, à chacune d'elles. De son côté, Raphaël Wakenge, coordonnateur du groupe de travail technique, a précisé les objectifs visés par cette publication. Ces crimes qui ont été commis en République démocratique doivent trouver des réponses. Ce rapport devra aussi permettre au gouvernement congolais de s'investir davantage sur des solutions. L'ambassadrice britannique, Mme Alison King, a réaffirmé l'engagement de son pays à accompagner le développement économique et la stabilisation de l'Est de la RDC, malgré les nombreux défis sécuritaires persistants. L'aide humanitaire, c'est essentiel, ça sauve la vie, mais ce qu'on préférait
faire, c'est d'investir et être vos partenaires dans le développement durable, équitable, inclusif de ce pays. Ce rapport intervient dans un contexte sécuritaire préoccupant. Malgré les initiatives comme le processus de paix de Luanda, les provinces de l'Est, dont le Sud Kivu, restent le théâtre d'affrontements récurrents. Élections législatives à Yakoma, au nord Ubangi et à Masimanimba, dans le Kwilu. Les votes ont effectivement eu lieu hier dimanche 15 décembre 2024 dans les deux circonscriptions. Denis Kadima, président de la Commission électorale nationale indépendante, l'a signifié le même dimanche lors d'un point de presse tenu à Kinshasa. Reportage. Lors d'un point de presse tenu ce dimanche 15 décembre au centre Bossolo à Limete, Denis Kadima, président de la CENI, a fait le point sur le déroulement des élections dans les circonscriptions de Yakoma, au nord Ubangi, et à Masimanimba, dans la province de Kwilu. Selon lui, des mesures de sécurité renforcées ont été mises en place pour protéger les systèmes informatiques contre toute tentative de fraude ou de piratage. 1303 tentatives ont été bloquées grâce à des logiciels performants. Nous avons déployé des agents permanents issus du siège et des démembrements de la centrale électorale pour assumer des fonctions traditionnellement occupées par le personnel temporaire. Cette mesure vise à renforcer l'intégrité de ces élections, la compétence et la supervision des opérations. Malgré ces opérations toujours en cours, le climat reste calme et apaisé à Masimanimba. Aucun incident majeur n'a été signalé durant le vote, ni même pendant la campagne électorale. Les dispositifs sécuritaires largement renforcés avec un déploiement massif de forces de police a permis de maintenir l'ordre jusqu'au lendemain du scrutin. À Yakoma, sur les 355 bureaux de vote et de dépouillement prévus, 322 ont été confirmés ouverts, soit un taux d'ouverture de 93% à 11 heures. Pour Masimanimba, sur un total de 768 bureaux de vote et de dépouillement prévus, 563 ont pu être joints. L'annonce des résultats provisoires reste attendue pour ce mardi 17 décembre 2024. Un moment clé pour ces élections où la CENI joue sa crédibilité après les irrégularités de 2023 dans ces deux circonscriptions. Merci. Et pendant ce temps, on nous annonce que la CENI procède déjà à l'annonce des résultats provisoires de ces scrutins ce soir même au centre Bossolo dans la commune de Limete. Nous y reviendrons avec fort détail dans nos prochaines éditions. On va parler développement. Cette fois-ci, la directrice du bureau régional Afrique du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, a clôturé sa visite officielle en République démocratique du Congo le week-end dernier. Une mission axée sur l'évaluation des avancées du programme de développement local 145 territoires et sur le renforcement des investissements pour les objectifs de développement durable en République démocratique du Congo. Reportage. Pour sa troisième visite en RDC, Aouna Ezakonoa, sous-secrétaire général des Nations Unies et directrice Afrique du PNUD, est venue passer en revue les réalisations du programme des Nations Unies pour le développement dans le cadre du programme de développement du gouvernement congolais. Et comme vous le savez, le PNUD a des programmes très importants qu'il met en œuvre ici en RDC. C'est pour moi une occasion de venir rendre visite à notre équipe qui met en œuvre tous ces grands programmes dans plusieurs parties du pays, les encourager, voir comment ils sont en train de faire. Durant 5 jours, elle a visité plusieurs sites où le PNUD supervise la construction d'infrastructures essentielles, notamment dans les zones rurales. Sur le terrain, Aouna Ezakunoa a échangé avec les communautés locales, bénéficiaires directes de ce projet. Tunafurahi sana kuhusu vraiment ye mulitufanyizia mwi projet yetu ya kujengea centre de santé yetu ya Mbiza. Tukiangalia condition yetu tulikuwa tunaishi ya mwi centre yetu ya hapa Yulu, ilikuwa condition ya mubaya sana. À l'issue de sa rencontre avec la première ministre Judith Sumunyoa, la directrice Afrique du PNUD s'est dite satisfaite du progrès réalisé. Elle a souligné que le programme du développement local de 145 territoires dépasse aujourd'hui les frontières de la RDC et devient une source d'inspiration pour d'autres pays africains. On a aussi parlé du fait que c'est un programme qui a
suscité beaucoup d'inspiration à travers le continent. Le mois dernier, j'étais au Gabon où j'ai signé avec le président du Gabon un programme évalué à 200 millions de dollars qui est inspiré sur l'expérience de la RDC. Enfin, son séjour a également été marqué par des échanges avec des jeunes et des organisations de femmes. Ces rencontres visent à renforcer les investissements du PNUD dans la promotion des objectifs de développement durable, en particulier pour la jeunesse congolaise. En culture, cette fois-ci, l'inauguration du Centre culturel des arts de l'Afrique centrale de Kinshasa a eu lieu le samedi dernier dans la commune de Kassavubu en présence du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Construit dans le but de promouvoir les activités culturelles pour les artistes, Roch Bodo, artiste comédien, donne ses perspectives sur cette œuvre. Mehdi Kessi était à sa rencontre. Il va couper le ruban pour marquer ainsi l'inauguration de ce centre culturel et des arts de l'Afrique centrale. C'est un événement historique pour les secteurs culturels en RDC. Dans la nuit du 14 décembre, le Centre culturel et artistique de l'Afrique centrale a officiellement ouvert ses portes à Kinshasa. Fruit d'une coopération sino-congolaise, ces projets, lancés en 2018, offrent aux artistes et au public un espace moderne dédié à l'art et à la culture. Ce nouveau centre impressionne par ses infrastructures, une salle de spectacle de 2000 places, 2 amphithéâtres de 800 et 300 places, et bientôt, il accueillera également l'Institut national des arts INA, une véritable vitrine culturelle qui vient enrichir le patrimoine artistique de Kinshasa. Les attentes sont grandes du côté des artistes congolais. Roch Bodo, artiste et comédien, salue cette initiative et souligne l'importance de ces lieux pour l'épanouissement et la promotion des talents locaux. Ce centre puisse demeurer un lieu d'expression artistique. Il ne faudra pas que demain, après-demain, que ça devienne un lieu de culte pour les églises de réveil. Il ne faudra pas que ça devienne un lieu de deuil. Il ne faudra pas non plus que ça devienne un lieu où on viendra louer pour des fêtes de mariage par des gens qui n'ont aucun respect pour la culture. Pour beaucoup, ces centres représentent une opportunité unique pour inscrire leurs œuvres dans un cadre adapté et valoriser les patrimoines culturels en RDC. Les infrastructures modernes et les espaces d'expression qu'offrent ces centres répondent enfin à une demande de longue date. On ne peut pas régorger des talents dans toutes les disciplines artistiques sans pour autant qu'il y ait des infrastructures permettant aux artistes d'exploiter leurs talents. Il faudra vraiment qu'on prenne soin de cela parce que c'est un bijou, fruit de la coopération sino-congolaise, et il faudra vraiment en faire un très bon usage et que ceux qui vont le gérer, qui le gèrent en bon père de famille, parce que des édifices comme ça, on n'en a pas tous les ans. Et d'ailleurs, il y en a pas partout. Il n'y en a que ici à Kinshasa, pour les pays d'Afrique centrale. Ainsi, l'ouverture de ces lieux d'exception marque un pas significatif pour la culture congolaise. Il constitue désormais un cadre idéal où les artistes pourront exprimer leurs talents, partager leur créativité et laisser leur empreinte dans l'univers culturel de Kinshasa et au-delà. Transport à Kinshasa. Dans la commune de Limete, les habitants du quartier Kingabwa recourent à la moto tricycle, on appelle communément moto Gizi, comme moyen de transport à défaut de moyens adéquats pour leur déplacement. Constat fait par Espérance Tanguila et Djord Sakama. Désormais, la moto à 3 roues fait partie du décor quotidien des moyens de transport en commun à Kinshasa. Elles sont particulièrement visibles sur l'avenue Poids-Lourd et à Tchangu, la partie est la plus peuplée de la capitale. Ces taxis motos à 2 ou 3 roues ne présentent pas toutes les garanties de sécurité. Mais la moto, difficile. Dérivé de la marque italienne Moto Guzzi, apparue à Kinshasa il y a plusieurs décennies, ainsi désignée par les usagers, les Guzzi se confondent en fait des motos à 3 roues, importées notamment de l'Inde.
Et bandaka na ndako sala ba 2012 déjà zalaka déjà. Et bandana kombo ya Congo. Certes, moyen de transport utile, vu la charge qui caractérise souvent ces engins, s'impose alors pour des raisons de sécurité une législation draconienne. Terminons ce journal avec du sport. Championnat d'Afrique des Nations de football 2024. En prévision de la double confrontation RDC-Tchad aux éliminatoires du CHAN 2024, le rassemblement de l'équipe congolaise a débuté ce lundi 16 décembre à Kinshasa. Après un court moment de préparation dans la capitale, les Léopards vont s'envoler pour le match aller prévu à Abidjan. Betty Mbouyi nous en parle. Ce lundi 16 décembre 2024, rassemblement de léopards à Prime à Béatrice Hôtel dans la commune de la Gombe, en prélude de la double confrontation face au SAO du Tchad dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Total Énergie 2024 du 1er au 28 février 2025 dont la phase finale aura lieu au Kenya, Ouganda et en Tanzanie. Les 24 poulains d'Otis Ngoma en sont conscients et sont tous déterminés à redorer l'image de Marc Terny. Pour les sportifs avertis, les léopards à Prime ont toute chance de faire mieux qu'en 2022. La manche aller est prévue le 21 décembre 2024 au stade Alassane Ouattara de Bimbe à Abidjan et le deuxième acte se jouera le 28 du même mois au stade de Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. 2 fois vainqueurs du CHAN 2009 et 2016, le Fauve congolais ont la mission de valider leur ticket au prochain tour. Fin de ce journal, mesdames, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de Kinshasa Télévision. Continuez de vous abonner à notre chaîne YouTube Kinshasa Télévision et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Bonsoir chez vous.